BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Deux experts en plateau, enfin 2, quelque chose, parce que Stéphane a failli rater le coup d'envoi. Bonjour Stéphane. Je vais discuter avec, avec Nicolas Dose. Oui, comme si BFM Patrimoine c'était un salon de thé, allons-y. Ah écoutez, bon, en tout cas il est là, c'est là où l'on cause. Voilà, c'est là où il y a l'élite. On retrouve l'élite. Alors Stéphane Valuvel, Net Investissement, et Christian Fontaine qui lui était sagement installé, je tiens à le dire, avec ses petites fiches, tout ça. Directeur de la rédaction adjoint du Revenu. Merci à tous les deux d'être là pour votre débat quasi mensuel. Ce matin, vous nous posez une question, ou vous posez une question. Les Français sont-ils nuls en placement ? Pourquoi un tel débat, Christian ? Écoutez, bon nombre d'experts qui viennent sur votre antenne ou aussi sur lerevenu.com, à commencer par les politiques. Effectivement, la messe serait dite. D'un côté, il y aurait les méchants épargnants qui ne voudraient pas investir dans l'économie productive, qui conserveraient des milliards, des dizaines, voire des centaines de milliards sur leur compte courant, alors qu'il ferait mieux de l'investir dans nos entreprises qui ont un cruel besoin de fonds propres. Et puis de l'autre, il y a le gentil consommateur qui, lui, ferait ses courses pour faire tourner la machine économique. Les choses ne sont pas si simple. Les Français sont-ils nuls ? Effectivement, on peut se poser la question en placement, et très souvent on lit aussi que les Français sont nuls en fiscalité. Vous savez, ils s'intéresseraient à leurs impôts qu'au moment de remplir leur déclaration de revenus, au mois de mai, de juin, c'est d'actualité, ou à la fin de l'année pour souscrire à la va-vite des produits de défiscalisation, des pilules anti-impôts, fortement et lourdement chargées en frais, qui, in fine, à échéance du placement, feraient peut-être perdre davantage d'argent que le montant de la mise. Et puis les Français seraient nuls aussi en mathématiques. Incapable de calculer un taux de progression, un taux de rendement, incapable de calculer une plus-value, voire même pour certains considéreraient que le taux d'un crédit immobilier s'applique sur la durée totale du placement et pas année par année. Alors stop, un peu, la coupe est pleine, le revenu, je suis là pour défendre, on est là avec Stéphane pour défendre les épargnants. Il y a certainement un problème, peut y avoir un problème d'information, balayons devant notre porte, il peut y avoir certainement un problème de formation. Il n'empêche, c'est vrai que près d'un an après le début de la crise sanitaire, il faut sans doute revoir un certain nombre de choses, revoir la façon dont on place son argent et puis tirer les leçons du Covid-19 pour votre épargne. Non, on dit souvent, Stéphane, en fait, que les Français sont un peu averses au risque. Et vous, c'est un de vos dadas, quand même, moi, la notion de risque. C'est mon dada parce qu'en fait, moi je crois qu'il y a un problème de pédagogie. En fait, l'épargnant français, quelle que soit la génération, parce que ça remonte maintenant en dizaines d'années, a été perfusé à des produits bancaires, financiers, assurantiels extrêmement protégés, voire même la fameuse notion de la garantie en capital. On ne va pas les viser, mais il y a les livrets, il y a le fonds euro, etc. Donc finalement, Jean-Pierre Gaillard disait en France, dans le couffin, on met un livret A et un fonds euro, et aux États-Unis, on met un panier d'actions. Voilà, ce qui fait qu'en fait, indirectement, je rejoins parfaitement Christian. C'est de la faute, finalement, absolument pas de l'épargnant qui, lui, a pris ce qu'on lui a pris. Et puis, tant que c'était rentable, cohérent, simple à gérer, il se posait pas de questions. Mais qu'est-ce que ça a créé ? Ça a créé, c'est mon dada, en effet. C'est pas une aversion au risque, c'est qu'en fait, on a perdu un peu la notion du risque. Et j'ai défendu très souvent ce principe de l'homéostasie du risque. Alors, c'est un mot qui fait un petit peu peur, mais c'est très simple. Si vous y pensez dans le sport, type le ski, si vous y pensez évidemment dans l'automobile, parce que c'est un sujet très important dans l'automobile, en fait, vous regardez simplement, et les Français doivent se poser cette question, Cédric, quand je vais faire un placement, quel est le risque que je perçois ? Donc, vous imaginez une échelle de 1 à 10 sur le risque que je perçois. Plus le risque est fort, quel est le risque que je vais réellement prendre, c'est-à-dire comment je vais réagir par rapport à la perception de mon risque. Donc deuxième échelle, de 1 à 10, si j'ai un risque que j'estime être 0, forcément je ne vais pas faire attention. Donc peut-être que je vais déséquilibrer mon échelle en prenant un risque plus fort, puisqu'en fait je ne fais pas attention. Et ensuite, il y a évidemment le risque réel, c'est-à-dire la statistique. Et donc quand on est habitué à avoir une garantie bancaire, une garantie assurantielle, etc., on ne prend plus le temps de soulever les conditions générales, de soulever les éléments précis, les caractéristiques précis de son investissement. Et vous prenez l'automobile, c'est vraiment vérifiable. C'est-à-dire si vous êtes sur un autoroute tout droit, il fait beau dans une grosse voiture allemande, forcément, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez un sandwich, vous allez prendre votre téléphone, vous faites pas gaffe, vous roulez à 180 km/h parce que votre risque perçu est très faible. Et c'est là que vous faites plus attention. La statistique des accidents graves, figurez-vous que c'est là et pas dans des routes sinueuses de montagne. Dans la finance, c'est ça que je constate moi depuis 20 ans.
c'est que les gens, en fait, n'ont pas compris une phrase, et je vais la redire pour la millième fois, mais je l'adore. Ça n'est pas parce que vous prenez un risque, Cédric, que vous avez un accident, et c'est de pire en pire, parce qu'en fait, on se rend compte que les gens, plus ils font attention et plus ils se font peur en amont, mieux c'est, parce qu'ils se donnent du temps pour la réflexion et du temps pour leur placement. Bon, voilà la question du risque, et vous l'avez bien dite, et j'aime bien cette comparaison sur prendre un risque et avoir un accident. Est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout, l'épisode qu'on vient de vivre, l'arrêt complet de l'économie, et ceci et cela, est-ce que ça doit nous faire finalement changer la vision, la gestion qu'on a ou qu'on fait de son épargne? Alors bien sûr, et tout d'abord une remarque préliminaire. Les Français ont compris cette crise économique et financière, ils ont bien compris que c'était un choc exogène. Et la meilleure preuve, c'est qu'il n'y a pas eu, à l'inverse de 2007-2008, des mouvements de panique, de vente ou de volonté de récupérer l'épargne placée sur les comptes bancaires. Il y en a eu un petit peu. Certains ont voulu vendre, bien sûr, en bourse. Mais il y a eu aussi eu beaucoup de comportements opportunistes. Les chiffres de l'AMF sont très clairs, à savoir quand beaucoup de particuliers, notamment des jeunes investisseurs, ont mis à profit la chute des marchés en mars, avril de l'année dernière pour rentrer et faire des achats à bon compte. Et le deuxième point, Nicolas Dose le rappelait tout à l'heure, c'est vrai que la crise a accéléré le besoin de sens. Aujourd'hui, les Français veulent savoir dans quoi mettre leur épargne. Alors, très concrètement, en fait, la crise a changé 3 paramètres. Premier paramètre, un petit peu technique, mais avec des conséquences pratiques, c'est que comme les marchés sont inondés de liquidités, les taux d'intérêt à long terme vont rester bas pendant longtemps. Et très concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie que, notamment, l'assurance vie en euros, qui est quand même le placement privilégié des Français, le placement financier après l'immobilier, les rendements vont rester bas. Donc ça oblige à réfléchir sur le poids de l'assurance vie en euros dans son patrimoine. Et on rappelle que même si on entend parfois que les taux remontent et tout ci et tout ça, ça aura peut-être à terme un impact sur les fonds euros et autres, mais ça va mettre du temps à remonter, tout comme ils avaient mis du temps à descendre, alors que les taux étaient descendus beaucoup plus rapidement. Et aujourd'hui, les taux parce qu'il y a l'effet du stock. Bien sûr, les taux ont un tout petit peu remonté. Il n'empêche que le taux de rendement du contrat en euros va continuer à baisser. Alors, selon les contrats, c'est très variable, mais au rythme de 0,1, 0,2 ou 0,3 points par an. La deuxième nouveauté sur ce que nous enseignent les leçons du Covid, c'est bien sûr l'extrême volatilité de la bourse, mais aussi la résilience exceptionnelle des marchés boursiers. Qui aurait dit il y a un an que le recul des actions l'année dernière n'aurait été que de 6,7 et que le marché en 2021, en tout cas pour le CAC 40, aurait déjà progressé au début juin, au fin mai, de quelques 15%. Enfin, je dirais la troisième nouveauté, c'est sur le front fiscal. Sur le front fiscal, pour l'instant, je dirais que les nouvelles n'ont pas été mauvaises. Lorsqu'on regarde la loi de finances pour 2021, il n'y a pas eu de catastrophe pour les particuliers. Les quelques mesurettes allaient plutôt dans le bon sens, notamment la prolongation du Pinel. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va bien falloir payer la crise Covid. Et donc, c'est vrai qu'on était un peu dans une période entre parenthèses, entre les réformes du début du quinquennat et les tumulte de l'élection présidentielle, et bien ça, il va falloir en tenir compte dans vos décisions d'investissement. Comment est-ce que vous percevez cette espèce de couple crise, Covid-épargne? D'abord, Christian a à peu près résumé. Il n'y a pas de notion d'ordre ni de hiérarchie. Moi, je partage à 100% ce que vient de dire Christian. L'analyse, je pense qu'elle est la même parce qu'en fait, on a, que ce soit des lecteurs ou que ce soit des clients, on a on a le client profane en face, c'est-à-dire celui qui réagit comme il faut, dans le sens où c'est peut-être pas la bonne réaction intellectuelle pour des hommes de l'art, mais en revanche, c'est la réaction de l'épargnant. Donc, c'est la bonne réaction réelle et c'est celle sur laquelle nous, on doit se baser dans nos analyses. Moi, ce que j'ai remarqué très clairement, aujourd'hui, alors, les FAQ, j'imagine que c'est pareil pour tout le monde. Toutes les fois en question en ce moment, là, depuis 3 semaines, un mois, c'est de toute façon la fiscalité, mais j'ai l'impression que c'est plus que d'habitude. Parce que comme il y a ce discours sous-jacent que vient de rappeler un peu Christian, que lorsque il va falloir passer à la caisse pour payer finalement ces milliards, là, nous, on en a beaucoup des questions. Quand on va passer du quoi qu'il en coûte à voici l'addition. Plus que d'habitude, je pense. Alors, l'année dernière, évidemment, les gens avaient autre chose à penser au mois de mai, mais là, cette année, peut-être parce qu'ils n'ont pas fait leurs investissements immobiliers défiscalisants ou FIP FCPI l'année dernière. Là, cette année, nous, on est abreuvé de ça. Ça fait un mois, sur notre investissement, on n'a que ça. Donc la fiscalité est revenue sur le tapis parce qu'en fait, les gens se sont dit, on n'a pas pu trop
se pencher là-dessus l'année dernière. Et c'est quand même un sport national, d'essayer de baisser sa note fiscale. Et puis 2, il va falloir passer à la caisse à un moment donné. Donc... Légalement, bien sûr. Donc, donc, est-ce que je ne mettrai pas en place ma stratégie de défiscalisation maintenant ? Parce qu'avant même de peut-être augmenter les impôts, ils vont peut-être réduire les niches fiscales et les avantages fiscaux offerts aux épargnants demain pour pousser l'épargnant finalement à investir cette fameuse réserve dont on rêve tous, ces 220 milliards qui sont de côté. Bon, ça c'est la première chose. Le paradigme, nous on a remarqué, et ce sur quoi moi j'attire l'attention des épargnants, c'est très clairement aujourd'hui, c'est la durée. Comment on appelle ça, le timing de l'investissement. Ils sont beaucoup plus prompts à investir, ils prennent des décisions plus vite qu'avant parce qu'ils ont été opportunistes, comme l'a rappelé Christian. En revanche, je pense que cette crise sanitaire, sans doute, leur a fait prendre conscience qu'il fallait qu'ils se projettent, et moi ça me va très bien, puisque je suis conseiller en gestion de patrimoine, sur le long terme. Donc aujourd'hui, les gens ont tendance à beaucoup s'intéresser aux infrastructures, à la nutrition, au développement durable, à l'énergie, etc. C'est-à-dire des métiers et des investissements qui ont des profondeurs de marché assez long terme. Donc je le redis, l'immobilier, et c'est pour ça qu'il est très soutenu en Europe et en France, c'est que l'immobilier fait aussi partie des placements à long terme. C'est-à-dire que même dans ces Français qui ont souscrit beaucoup de comptes titres et de PEA au printemps de l'année dernière, qui nous allait bien, on avait des gens qui visaient des vraies profondeurs de marché, l'intelligence artificielle. Je vous dis, je reviens sur la nutrition. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés, sans doute est-ce dû à cette inquiétude sanitaire, à ce qu'on mangeait et à comment on se soigne. Quels sont les placements qu'on peut privilégier aujourd'hui, Christian ? Ou qu'il faut privilégier. Il faut privilégier. C'est vrai que les Français s'intéressent beaucoup aux impôts. C'est vrai que les Français sont pas nuls en matière de placement. En fin de compte, ils sont assez cohérents avec eux-mêmes, à savoir qu'ils préfèrent la liquidité, c'est-à-dire la possibilité de récupérer à tout instant son placement, la sécurité à la performance. Alors, les placements à privilégier aujourd'hui. Avant l'été, il faut sans doute entamer une réflexion un peu sur le poids des liquidités qui dorment sur le compte courant ou sur les livrets. On est... alors, d'abord parce qu'on vit quand même dans un pays où la prévoyance est très fortement développée. Donc même en cas d'accident de parcours, de toute façon, il y a un certain nombre de coussins d'amortisseurs, notamment indemnités chômage et autres. Et pourquoi aussi mener cette réflexion ? Parce qu'il faut faire attention à ce que j'appelle presque la fausse garantie. C'est-à-dire le livret A, l'assurance vie en euros, tout ça, oui, il y a une garantie. Mais une garantie sur le capital, pas une garantie sur le pouvoir d'achat. Or, aujourd'hui, avec les placements, je dirais, privilégiés par les Français, chaque mois, peu ou prou, ils s'appauvrissent parce qu'il n'y a pas de garantie sur le pouvoir d'achat. C'est vrai pour le compte courant, c'est vrai pour le livret A. Bon, premier point, donc entamer une réflexion sur le poids de ces liquidités avant ces vacances. Deuxième point, quel que soit votre profil, pour gagner avec ces placements, il faut miser sur un effet de levier. Il y a 3 effets de levier possibles. L'effet de levier sur le crédit. En placement, c'est relativement simple. Il faut acheter ce qui est pas cher. Qu'est-ce qui est pas cher aujourd'hui ? C'est le crédit. Vous empruntez à 1, 1,5, 2 TAEG, donc tout compris. Et puis si vous placez à 4, 5, 6, peu ou prou, c'est pas si simple. Mais le raisonnement est quand même valable. Vous encaissez la différence. Dans l'effet de levier du crédit. Deuxième levier possible, c'est l'effet de levier fiscal. En toute légalité, si vous payez moins d'impôts, vous pouvez investir l'économie d'impôts et sur le long terme, ainsi vous enrichir. Et troisième effet de levier possible, c'est l'effet de levier financier, bien sûr, en misant sur des placements rentables, notamment la bourse. Troisième, je dirais, levier, et pour répondre très concrètement à Cédric à votre question sur quel placement miser, c'est vrai que c'est encore aujourd'hui dans la conjoncture actuelle la bourse qui offre le maximum de potentiel, mais attention, la bourse c'est risqué, et la bourse, on l'a bien vu l'année dernière avec une chute quand même du marché de mémoire de 37% en 17 séances de bourse, donc c'est ultra rapide. Donc la bourse oui, mais la bourse avec des précautions, la bourse avec méthode, donc on le répétera jamais assez, gagner avec ces placements, c'est appliquer des conseils de bon sens qu'on matraque tous les jours sur le revenu.com, et l'un de ces conseils, c'est d'investir régulièrement en bourse, peu ou prou, chaque mois la même somme, et surtout aussi, vous mettez en place une vraie diversification. Attention, il faut tirer les enseignements de ce qu'on appelle la finance comportementale. Les meilleurs placements ne sont pas forcément les meilleures actions. Un comportement un peu moutonnier, quoi. Alors, moutonnier, et puis surtout ce qu'on appelle aussi le billet de proximité, ou le billet national. Les placements
placements que vous connaissez le mieux, les actions que vous connaissez le mieux, parce que vous achetez les produits qui sont vendus par ces entreprises ne sont pas forcément les plus rentables. Donc attention avec le biais de proximité, et attention aussi avec le biais national, hein. Que vous soyez investisseur britannique, français, anglais ou sud-coréen, de toute façon vous avez 80% des titres que vous avez en portefeuille sont des titres nationaux. Quand vous êtes américain, ça peut aller. Quand vous êtes français, mieux vaut diversifier votre portefeuille à l'international. Bon, ça c'est fait. Comment vous voyez les choses? Tout en étant patriote, on peut évidemment. À la fois investir dans nos fleurons. On l'est avec le fonds euro, hein, patriote. Voilà, on l'est avec le fonds euro. Fleurons tricolores, tout en ayant une gestion diversifiée. On finance déjà la dette de l'État, donc ça suffit déjà avec le fonds euro qui est en OAT. Stéphane, vos placements à privilégier. Alors, placement à privilégier, on essaye, et Christian a touché du doigt, on essaye d'enlever, on essaie de se retirer du consensus. Voilà, c'est pas l'esprit moutonnier, c'est qu'il faut faire attention au consensus. Et je commence par le consensus et je dis soyez vigilants parce que je vais vous parler finalement de placement et de typologie de placement, nous on fait enfoncer une porte ouverte, mais il faut faire quand même attention au consensus et c'est pas parce que ce sont des thèmes ou des évidents que pour autant il ne faut pas être extrêmement regardant. Alors évidemment, je reste campé sur l'idée qu'il faut continuer à faire de l'immobilier, et dans l'immobilier, ça peut être de l'immobilier direct, ça peut être de l'immobilier défiscalisant, meublé, j'en sais rien, du studio, du Airbnb, ce que vous voulez. Ça peut être de l'immobilier pierre-papier au travers de SCPI ou de private equity immobilier, à partir du moment où, en effet, vous utilisez le levier du crédit, parce que tant qu'on peut le faire, avec une inflation qui reviendrait si jamais il y avait une hausse des taux, forcément votre taux fixe dans le temps vous enrichira, parce qu'en fait il vous coûtera de moins en moins cher. Donc quelque part en faisant des économies, on s'enrichit. Ça c'est la première chose, c'est basique, c'est classique. Deuxième chose, je resterai quand même vigilant, et c'est là où je dis attention au consensus, qu'il ne faut pas acheter n'importe quoi, parce qu'il y a le label ISR et ESG. Évidemment, l'ISR était devenu un thème très à la mode avant la crise sanitaire du Covid. Il ne faut pas l'oublier, ça fait 2-3 ans, on en parle beaucoup dans la finance. Là, c'est devenu quelque chose d'absolument incontournable, parce que autant dans l'organisation des entreprises, c'est-à-dire la gouvernance, que dans le développement durable, les humains, la gestion du risque, etc., on est sur des thèmes, et je suis chef d'entreprise, qui deviennent extrêmement important dans la réorganisation et la façon de vivre finalement nos investissements, notre consommation, etc. Et puis de façon très prosaïque, tout ce qui était estampillé ESG a plutôt mieux résisté. Alors pas tout, mais ceux qui étaient vraiment de l'ESG, voilà, ceux qui vraiment avaient des vrais critères, à la crise boursière, c'est-à-dire ceux qui l'étaient avant que la mode n'arrive, le fameux consensus. A mieux résisté, globalement, il faut le dire. Et puis troisième point, je glisserai juste un petit élément. Il y a le groupe Primonial. Alors je le dis avec beaucoup, je suis très à l'aise sur le sujet. Ils ont sorti un produit qui s'appelle Primopact, c'est du private equity. Alors non pas private equity immobilier que je défends très souvent, mais là on est sur du private equity classique, donc du capital risque d'investissement, sauf que ils ont structuré une offre, c'est la première fois, qui avec un grand organisme, une grande société de gestion internationale, permet d'avoir une liquidité au travers d'un contrat assurance vie sur ce type de produit. C'est-à-dire que là pour le coup on investit dans l'économie réelle, pour ça j'y pensais pas il y a encore 10 minutes, mais c'est Christian qui m'y a fait penser. Ça nous permet, franco-français ou pas, parce que principalement les investissements seront dans les entreprises françaises, avec une liquidité qui est assurée par une grande banque française rouge et noire qu'on connaît tous. Et donc ça permet, quand vous avez un groupe de gestion de patrimoine, une société de gestion et une banque française qui assure le contrat, forcément d'avoir la possibilité de toucher du doigt à l'investissement dans l'économie réelle au travers du capital risque, avec la sécurité et la fiscalité de l'assurance vie, n'en déplaise à notre cher Christophe Fontaine. Mais non, mais on critique pas la fiscalité de l'assurance vie. Non, justement, au contraire. Par contre, c'est vrai que l'assurance vie va devenir un débat. Enfin, il va devenir certainement un débat dans le cadre donc, de l'élection présidentielle. Il y a aujourd'hui le statut de l'assurance vie. On parlait tout à l'heure effectivement. La fiscalité de l'assurance vie fait des envieux. Voilà. Pour terminer, c'est vrai que s'il y a peut-être un petit conseil pratique, c'est de profiter de toutes de faire le plein de toutes les réductions, déductions, exonérations et autres abattements, puisqu'on ne sait pas demain quoi sera fait. Et il y aura certainement une réforme fiscale, comme chaque fois après l'élection présidentielle. Christian Fontaine pour la rédaction du Revenu. Stéphane Van Nuffel et Net Investissement. On vous retrouve tout à l'heure, messieurs.